je rappelle, Lenovo, ce sont des portables, des PC, c'est aussi de l'infrastructure et des téléphones portables, et ce pour tout type d'usage et d'utilisateurs, que ce soit dans le milieu professionnel ou pour des usages personnels. Dans nos portables, on va pouvoir embarquer de l'IA pour détecter la présence humaine et puis bloquer ou débloquer l'accès à son ordinateur. Et dans nos téléphones portables, l'IA permet aussi, par exemple, de capturer une photo au meilleur moment quand tous les sourires sont synchrones, sans avoir même à appuyer sur le bouton. Oui, en tant que marque ingrédient, Intel développe des solutions hardware et software pour l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, pour l'inférence à l'edge, on va retrouver nos solutions, donc plutôt au bout du réseau, dans des machines-outils, des robots, des caméras ou encore des automobiles. Et ces solutions vont leur donner la capacité de voir et donc de prendre des décisions. Un autre exemple, lui, dans le domaine de la santé et de la recherche en génomique. Donc, Intel a été choisi comme partenaire pour implémenter des solutions de calcul haute performance et d'intelligence artificielle afin d'accélérer le séquençage du génome et son interprétation pour lutter contre les maladies génétiques. Orano est un leader mondial dans tout le cycle du combustible nucléaire et nous utilisons et nous développons des outils basés sur l'IA. En fait, chez Orano, nous avons beaucoup de données qui sont collectées dans nos usines. Donc, on voulait valoriser avec des modèles prédictifs qui peuvent nous donner des réponses en temps réel pour avoir des bons résultats. Et le but de tout ça, en fait, c'est d'avoir une meilleure performance, mais aussi d'avoir des outils qui peuvent nous aider, pour prendre des décisions pour nos managers, mais aussi pour nos opérateurs et opératrices directement sur site. GE Healthcare est un leader mondial de solutions en imagerie médicale et un acteur du développement digital pour la santé depuis plus de 40 ans. À ce titre-là, nos équipes développent des solutions qui intègrent de l'intelligence artificielle à destination des professionnels de santé. Par exemple, on a nos équipes de visualisation avancée qui ont développé il y a maintenant 4 ans une première solution permettant de détecter automatiquement les vertèbres dans la colonne vertébrale. Donc sur un examen de scanner, on développe des solutions avec les médecins afin qu'eux puissent focaliser donc leur énergie et leur temps sur l'interprétation clinique des images, là où ils ont le plus de valeur ajoutée médicale. Bonjour à toutes et à tous, on est absolument ravis de partager ce moment avec vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui et venir en fait écouter ce qu'on a partagé concernant les travaux que nous avons menés avec le groupe Familia du Cercle Interrel. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un formidable outil. Et comme vous l'avez entendu dans la vidéo qui vient de se passer, mais également comme vous l'entendrez dans la table ronde qui suit, c'est un outil qui est largement utilisé et utile pour nos entreprises dès aujourd'hui. Alors aussi, bien sûr, parfois, on y associe les défis d'ordre éthique. On parle de transparence, responsabilité, protection des données et discrimination liées au biais et notamment au biais de genre. Alors, quelques exemples pour illustrer ce propos. Dans le domaine des ressources humaines, avec les solutions d'IA qui ont été expérimentées et qui discriminaient les CV féminins. Autre domaine, celui des outils de traduction en ligne, où en fait les solutions d'IA peinent à refléter la place réelle de femmes dans certains métiers et proposent systématiquement des traductions masculines. Autre domaine, celui de la finance, où on a constaté dans certaines solutions des seuils de crédit accordés moindres pour les femmes. Ou encore, pour vous donner le spectre en fait, de ces impacts, le domaine de la santé, l'IA peut contribuer à la détection des maladies cardiaques et elle le fait moins bien chez les femmes que chez les hommes. Alors, quid d'intérêt dans tout ça, vous allez me dire, eh bien justement, nous allons profiter de cette heure que nous allons passer ensemble pour vous en parler. On vous a préparé 3 vidéos. On a 7 membres du groupe Familia qui sont là sur le plateau ou en duplex aujourd'hui. Et puis une table ronde avec les dirigeants de 6 de nos entreprises qui viendront vous en parler également. Donc voici le programme qu'on vous a proposé et je laisse Sylviane Bordas, qui est en duplex avec nous, commencer. À toi Sylviane. Merci. En effet, Marine, tu l'as dit, nous sommes tous concernés. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Cercle Interrel s'est emparé de ce sujet.
Nous sommes aujourd'hui une trentaine de personnes dans l'équipe. C'est une équipe ouverte, avec un noyau de plus anciens qui travaillent dans le groupe depuis maintenant 2 ans et demi. Une équipe de membres passionnés, avec des représentants de toutes les entreprises du cercle, avec des profils et des champs de compétences variés de différents domaines, une majorité bien sûr spécialisée en intelligence artificielle, mais aussi des profils de recherche et développement, finance, vente, supply chain, ressources humaines, bref, un groupe vivant qui se réinvente à chaque nouvelle adhésion au cercle Interreg et qui travaille de façon active et régulière. Travail que nous menons d'ailleurs en y associant un large réseau de partenaires impliqués sur le sujet. Plusieurs sont avec nous aujourd'hui et nous les en remercions. Nous voudrions citer Arborus, le laboratoire de l'égalité, le Syntec numérique, Social Builder, Women in AI, Women's Forum. Une équipe qui a d'ailleurs un peu dérogé aux règles du cercle Interreg, où normalement les sujets et les groupes se renouvellent chaque année. Nous avons fait de ce groupe un groupe pérenne, avec la volonté de mener une réflexion de fond et d'arriver à de vraies propositions pour nos entreprises, pour les entreprises. C'est d'ailleurs aujourd'hui le 3e colloque du cercle où nous avons l'opportunité de restituer nos travaux. Vous avez entendu précédemment 4 membres de notre groupe parler des usages d'intelligence artificielle dans nos entreprises. Cela illustre tout à fait la réalité des entreprises du cercle technologique, et qui pour la plupart utilisent et produisent des solutions fondées sur l'intelligence artificielle. Notre objectif est de faire prendre conscience et traiter les biais de genre en IA en agissant avec notre ADN, notre expertise sur le sujet de la diversité de genre en entreprise. Alors je vous propose d'écouter à nouveau ces entreprises nous expliquer comment elles abordent ce sujet aujourd'hui. Alors c'est important d'avoir des femmes présentes dès la conception finalement de ces outils et de l'IA qu'on embarque pour éviter par exemple de reproduire des biais de genre ou même de les amplifier. Donc la présence des femmes est effectivement critique, que ce soit à la conception ou au test de nos solutions embarquées. C'est une question de responsabilité sociétale, mais aussi de performance de nos produits. L'IA, effectivement, est une technologie qu'on voit arriver dans tous les domaines. L'agriculture, la santé, le transport, l'énergie. Il ne faut pas en avoir peur. Vaut mieux s'impliquer et s'intéresser à cette technologie. C'est ce que j'essaye de faire. Nous, chez Orano, on a vraiment la volonté d'évaluer tous les outils qui ont comme objet ou comme variable l'humain ou le genre pour identifier les risques. Et nous, on veut faire ça à travers des outils qui peuvent nous aider à corriger tous les biais qui peuvent être présents dans les données. Et donc, ça peut se passer par exemple dans le recrutement ou dans les aides aux opérateurs directement comme application industrielle. Et moi, personnellement, je crois qu'impliquer des femmes dans les équipes IA, ça peut nous donner vraiment une valeur ajoutée et ça nous aide à avoir une vision plus globale et plus compréhensive et aussi une meilleure collaboration sur les projets. Toutes les applications que nous développons sont en fait des applications des dispositifs médicaux. À ce titre-là, elles sont soumises à une réglementation très stricte en ce qui concerne la qualité des données. Donc l'aspect éthique sur la collecte de nos données est assez central puisqu'on doit s'assurer que les données que nous collectons pour développer et tester nos logiciels sont représentatives de toutes les machines d'acquisition sur lesquelles sont faites les images, mais aussi de toutes les populations de patients, que ce soit des populations géographiques ou des stades de pathologie différentes. L'objectif étant bien sûr d'avoir des données qui nous permettent d'avoir des algorithmes de diagnostic, de traitement et de suivi cliniquement représentatifs de l'hétérogénéité de tous nos patients. Alors pour répondre justement à ces exigences en matière de traitement de biais de genre,
Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous annoncer en avant-première la démarche que nous proposons, nous, Cercle Interrel, groupe Fameia, aux entreprises qui souhaitent justement innover sur le sujet. Et donc, je vais laisser l'honneur à Sonia Abécassis-Leland et Émilie Sirvanien de nous en parler. Nos réflexions et nos travaux ont rendu concret un pacte, ce fameux pacte dont tu parles. Alors, quel est-il ce pacte? Il se repose, disons, sur 4 piliers. D'abord, l'engagement. Nous invitons les entreprises à s'engager en signant notre charte pour une IA responsable, inclusive et non sexiste. Le deuxième pilier, c'est l'évaluation. Nous les invitons à s'évaluer suivant une grille de critères très pragmatiques, au sujet de laquelle Émilie nous entretiendra tout à l'heure. Le troisième pilier, c'est l'action. Nous invitons les entreprises à agir en utilisant une boîte à outils qui est vivante, qui est enrichie par les bonnes pratiques et l'innovation qui viennent des entreprises. Et le dernier pilier, c'est être exemplaire, valoriser son exemplarité sur des modalités que nous allons discuter ultérieurement. Alors, je reviens au premier pilier. Le premier pilier, c'est 7 principes autour de 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'organisation. À savoir, nous prenons la mise en place d'un comité IA et gouvernance, d'éthique. Le deuxième axe, ce sont les RH. Nous prenons d'abord une diversité des équipes RH, comme vous l'avez vu dans les vidéos. Ensuite, nous prenons une sensibilisation au sujet de tout le personnel, ainsi qu'une responsabilisation du personnel et en particulier des équipes IA. Le troisième axe, c'est la technique. Il faut y penser dès... la conception. Oui, merci Marine. Il faut une conformité dès la conception, donc, et tout le long du cycle. Donc la conception, le choix et le traitement des données, l'éthique dans les algorithmes, et enfin des points de contrôle tout au long du cycle du projet. Donc je vous ai exposé le premier pilier. Donc le deuxième pilier, je laisse Émilie vous le décrire. Merci. La grille. Donc effectivement, pour rendre ces principes concrets pour les entreprises, nous avons travaillé sur une grille d'auto-évaluation. Et donc, pour chaque principe, nous avons défini des questions et des jalons de maturité pour que les entreprises puissent s'évaluer et avoir des idées d'action pour progresser. Nous avons également travaillé sur une boîte à outils. Donc, pour chaque principe et chaque jalon, nous proposons des outils qui peuvent être soit produits par notre équipe, comme par exemple des templates de documents, ou alors des outils piochés en externe, comme par exemple des librairies open source. Voilà, donc nous avons déjà aujourd'hui une première version de cette boîte à outils. Et alors que le pacte et les principes visent à être durables dans le temps, cette boîte à outils, nous allons l'enrichir dans le temps, au gré de notre veille ou des bonnes pratiques issues de nos entreprises. Oui, tout à fait. Et merci à toutes les deux. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter dans une vidéo l'accueil qui a été réservé à notre pacte dans les entreprises. Alors je vous parlais de la détection de présence et du fait qu'on pouvait bloquer ou débloquer l'accès à un ordinateur à partir de la reconnaissance faciale. C'est donc une initiative que Lenovo a menée depuis 2 ans déjà pour s'assurer que cette reconnaissance faciale était la plus exacte possible et pouvait reconnaître tout type de visage. La démarche proposée par le pacte Fameia d'Interrel rejoint d'autres initiatives qui existent déjà chez Lenovo et elle a reçu donc un accueil très favorable et elle nous a permis aussi de nous structurer et de mettre en relation des initiatives existantes au niveau de la Corp et des initiatives portées par les employés. Donc en ce sens, c'est une démarche qui a reçu un accueil très positif. La diversité et l'inclusion est un des piliers d'Intel très important dans notre stratégie. Nous travaillons à cette diversité depuis très longtemps. La démarche donc du Cercle Interrel de travailler pour une IA responsable et incluant les femmes a été très bien accueillie au sein d'Intel. Nous pensons donc que cette démarche permettra de pousser encore plus loin le dialogue autour de l'IA et de l'éthique. Concernant vraiment le sujet femmes et IA, nous ne sommes peut-être pas au même niveau de maturité comme d'autres entreprises qui ont vraiment comme activité centrale le numérique, mais quand même nous sommes conscientes qu'il faut aller vers une IA responsable, non sexiste, donc nous sommes prêts à nous engager dans la démarche proposée par le Cercle Interrel. On retrouve aujourd'hui des femmes à tous les niveaux chez GE Healthcare
Et il y a un effort particulier qui est fait sur des postes scientifiques avec notamment des data scientists, des développeurs logiciels qui sont aujourd'hui des femmes. Donc participer à un groupe de réflexion sur les femmes et l'intelligence artificielle était tout à fait aligné avec les initiatives internes de l'entreprise, donc faisait complètement sens. Alors après ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors je voudrais demander à Suzy Marin et Assia Mouloudi de nous en parler. Qu'est-ce qui se passe après? Marine, nous venons de voir dans la vidéo l'accueil favorable du pacte dans les entreprises. Alors les 16 entreprises du cercle ne sont pas au même niveau de maturité concernant l'usage et ou le développement de l'IA. En revanche, il y a une prise de conscience collective et un consensus global sur la nécessité d'adresser le sujet de l'éthique et de l'IA, et plus spécifiquement des femmes et de l'IA. Donc cela fait quelques semaines seulement que le pacte et la charte sont disponibles pour signature par les entreprises. Et preuve que c'est un sujet et un besoin d'actualité, nos dirigeants ont immédiatement soutenu cette démarche. Et nous avons d'ores et déjà, nous pouvons l'annoncer, 4 entreprises signataires. Nous avons IBM, nous avons Qualcomm, nous avons SAP et nous avons Schlumberger. Donc ces 4 entreprises, c'est bien. Nous sommes 16, 16 moins 4, 12. Nous attendons bien sûr d'autres signatures dans les semaines à venir. Donc nous avons également pour ambition on va dire un déploiement un peu plus global, au-delà des entreprises du cercle, ne serait-ce que pour faire en bénéficier le plus grand nombre. Donc nous avons également pensé à valoriser les entreprises, au-delà de juste la signature du pacte, les entreprises exemplaires via un label. Assia, tu veux rajouter quelque chose ? Alors oui, en effet, merci Suzy. L'engouement qu'a rencontré le pacte auprès des entreprises signataires, mais aussi les entreprises qu'on a entendues et qui sont partantes pour le signer, nous encourage vraiment à pérenniser ce groupe de travail. Ça prouve que les entreprises du cercle Interel sont motivées à imposer la question de l'égalité et de l'équité sur l'industrialisation de l'intelligence artificielle. Bon, qu'est-ce qui va se passer derrière ? On va pérenniser ce groupe. Comme l'a expliqué Émilie, il y a une boîte à outils qui a vocation à être vivante. Donc, nous allons continuer à travailler dans ce cercle interentreprise, à enrichir cette boîte à outils. Nous allons continuer à nous investir aussi pour accompagner les entreprises dans le déploiement de l'IA et être un support pour le déploiement de l'IA éthique et non sexiste. Et enfin, continuer les interactions avec l'écosystème, c'est très important pour nous, avec nos partenaires et tout l'écosystème de l'IA. On croit profondément que l'IA ne sera pertinente et performante que si elle inclut l'ensemble de la société, et les femmes faisant partie, étant la moitié de la société, on compte bien avec le cercle Interel continuer à mettre cette question à l'agenda de l'intelligence artificielle et de la tech en général. Oui, tout à fait. Merci Assia. Et pour continuer d'illustrer la volonté des entreprises à agir, nous sommes ravis d'accueillir à la table ronde qui va suivre dans un instant les dirigeants de 6 de nos entreprises. Mais avant cela, je tiens à remercier chaleureusement les membres du groupe Familia qui étaient avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Sylviane, Sonia, Émilie, Suzy, Assia et Laure. Et puis également l'ensemble des membres du groupe qui investissent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie en plus de leur travail de tous les jours pour produire en fait cette proposition. Et maintenant, je souhaite la bienvenue aux dirigeants de nos entreprises. Bonjour à tous. Alors, je vais citer donc Alexandra Ruez, Executive Partner Watson Cognitive Solutions chez IBM. Bonjour. Bonjour Alexandra. Delphine Pouponneau. Bonjour Delphine, vice-présidente, directrice de la diversité et inclusion groupe chez Orange. Bonjour. Également, va s'installer Wassim Chourbaji, senior vice-président à la tête d'IMIA pour la partie affaires gouvernementales et politiques publiques chez Qualcomm. Bonjour Wassim. Et puis nous avons également 3 dirigeants en duplex. Laurent Butré, directeur du lab IA chez Schlumberger.
Éric Marcadet, qui est vice-président et directeur général du SAP Labs Paris, donc pour SAP. Et puis enfin, Jean-Philippe Bourguin, directeur exécutif adjoint de la recherche technologique au CEA. Alors bonjour à tous et un grand merci d'être avec nous et de venir partager avec notre audience votre vision en tant que dirigeant de ce sujet qui est important, des enjeux en termes d'éthique et de discrimination autour de l'IA. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, comme on l'a fait dans les vidéos au tout début, peut-être que vous puissiez illustrer pour notre audience des cas d'usage dans vos entreprises. Voilà, qu'est-ce que c'est l'IA chez nous aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, dans nos différentes sociétés, il y a des cas de figure absolument différents. Des sociétés qui développent de l'IA pour leurs besoins propres, d'autres pour le besoin des clients. On a également le contexte de la recherche, donc c'est très varié. Et peut-être, j'aimerais me tourner d'abord vers le duplex avec Laurent Buttré. Laurent, vos équipes développent des solutions pour des usages en interne. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns ? Oui, merci. Schlumberger est une société de services pétroliers. On fait du forage. Donc, un des exemples de développement d'intelligence artificielle en interne est au niveau de la maintenance des têtes de forage. Donc, une tête de forage possède des dents en diamant pour pouvoir creuser le sous-sol. Ces dents s'endommagent durant le job. Et lorsque l'outil revient pour la maintenance, un technicien passe énormément de temps pour inspecter chacune de ces dents. Il peut y en avoir jusqu'à 250 par outil. Et donc, une des applications IA que l'on a développées est une reconnaissance visuelle sur mobile permettant de déterminer l'état d'usure de la dent, un petit peu comme chez le dentiste, pour suggérer des interventions à faire comme faire tourner cette dent pour utiliser un autre angle, un autre bord, la remplacer, la garder, ainsi de suite. Donc en fait, on s'est concentré sur une opération qui est fastidieuse, qui est répétitive, et de simplifier la tâche à l'utilisateur, au technicien qui répare ces têtes de forage, pour en fait pouvoir accélérer son analyse et se concentrer sur des tâches à plus haute valeur dans la chaîne de maintenance de ces têtes de forage. Donc ça, c'est un des exemples d'utilisation interne que l'on a, mais on développe aussi des solutions d'intelligence artificielle liées aux ressources humaines, par exemple, comme les suggestions de formation ou des suggestions d'orientation de carrière. Et c'est là, effectivement, où la prise de conscience et le travail focalisé sur retirer ces biais est très important. Oui, tout à fait. Merci Laurent pour ce témoignage. Et effectivement, on voit des usages très variés. Et maintenant, du coup, j'aimerais me tourner vers vous, Alexandra, parce que vos équipes, elles adaptent des solutions d'IA à des cas d'usage très variés en fonction des clients. Alors, tant pour les collaborateurs que pour les clients, justement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, exactement. Alors, nous, on a commencé sur l'IA il y a à peu près une dizaine d'années avec des premiers cas d'application qui étaient sur le métier de la santé. Aujourd'hui, on est présent dans tous les métiers, tous les secteurs d'activité. C'est ça qui est vraiment super. Il y a une adoption qui est forte. On travaille sur des cas d'usage qui sont propres aux clients, comme par exemple chez Orange Bank. Vous pouvez disposer d'une IA qui s'appelle Jingo, qui va permettre aux clients que vous êtes d'accéder à un certain nombre de services, notamment de rentrer en relation avec la banque, de vous équiper en produits et services, pourquoi pas, et voire même d'automatiser des actions, parfois simples, comme bloquer votre carte. On a d'autres cas d'usage, j'en cite un autre dans la banque, au Crédit Mutuel, où là, pour le coup, on aide le conseiller en agence sur des tâches qui sont relativement à faible valeur ajoutée, comme le tri dans ses emails, et également accéder à de l'expertise très forte via un chatbot notamment. On travaille aussi sur l'automatisation de certains processus, parfois simples, comme l'ARH, le job matching, mais aussi sur d'autres qui sont très pointus, comme le risque et la conformité. D'accord, merci Alexandra. Alors justement, je profite que vous ayez cité Orange Bank pour me tourner vers Delphine, qui est à ma droite. Chez Orange, est-ce que vous pouvez nous citer également des cas d'usage ? Alors pareil, ça fait à peu près 10 ans qu'Orange travaille sur la data, l'IA. On a près de 500 brevets déposés. Alors comme c'était évoqué, effectivement, Orange Bank, grâce à des agents conversationnels, permet de traiter les requêtes clients. C'est près de 85% des requêtes qui sont traitées grâce à des chatbots. Donc on voit à quel point c'est efficace.
place. On a aussi de la maintenance prédictive. L'idée, c'est de détecter en anticipation les défaillances de nos équipements et pouvoir dépanner avant que les pannes interviennent. Et puis, on a aussi du diagnostic en ligne sur les connexions Internet, ce qui permet là aussi d'éviter les interventions de nos techniciens sur place. Donc c'est 280 000 interventions éliminées grâce effectivement à de la détection de défaillance de l'accès Internet. Et puis effectivement dans le domaine RH, on a développé CV Catcher qui permet de faire de la préconisation d'offres d'emploi une fois que le candidat a scanné son CV et donc d'améliorer aussi le parcours candidat. D'accord, merci. Oui, effectivement, toujours très varié. Alors du coup, je voudrais me tourner vers vous, Jean-Philippe, pour le CEA, donc en duplex. Donc c'est un autre cas de figure en ce qui vous concerne, c'est c'est le contexte de la recherche. Le CEA, qui donc est un organisme de recherche, fournit de gros efforts sur la partie IA. Est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques exemples de recherche qui vient, j'allais dire, en soutien des industriels autour de l'IA ? Alors effectivement, la recherche dans le domaine du numérique, c'est un axe important au sein du CEA. Ça représente à peu près 3000 personnes et l'IA à peu près 500 personnes. Soit parce que nous utilisons l'IA comme un outil de découverte scientifique, grâce à la fouille de données massives, par exemple en astrophysique ou dans le domaine des neurosciences, simplement parce que l'IA permet de repérer des points singuliers, des anomalies au sein de ces ensembles de données, et que c'est la base de découverte. Et à titre d'exemple, dans le domaine des neurosciences, une de nos équipes travaille sur l'identification de la signature prédictive dans la schizophrénie pour anticiper l'évolution et développer un traitement. Et sur un autre plan, justement, avec nos partenaires industriels, nous développons des applications qui répondent à leurs besoins. Et je peux citer l'exemple d'un travail qui est fait avec un grand équipementier automobile français pour lequel... avec lequel nous avons développé une solution complète pour le véhicule autonome qui va du composant au logiciel et qui respecte évidemment tout l'encadrement réglementaire associé aux problématiques de véhicules. Et de manière générale, nos programmes sont regroupés sous un ensemble que nous nommons IA responsable, ce qui suppose que les solutions soient de confiance, c'est-à-dire robustes, sûres, explicables, sans biais, je crois qu'on va y revenir, qu'elles soient aussi frugales en données, en consommation énergétique, et ce qui permettra de les embarquer, et puis éthiques par rapport aux usages. Voilà ce que je pouvais illustrer. Oui, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Et je vais peut-être continuer en duplex avec Eric Marcadet côté SAP. En tant qu'éditeur de logiciels d'entreprise, vous distinguez particulièrement deux types d'utilisation principalement. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui, tout à fait. Donc on peut dire que en tant qu'éditeur de logiciels d'entreprise, il y a un premier cas d'usage, on va dire, qui est de l'IA embarquée, du machine learning embarqué, qui a été un petit peu, certaines des applications qui ont été décrites en fait sont déjà un petit peu préparées. Donc on peut imaginer par exemple la reconnaissance automatique de documents scannés pour les mettre dans les systèmes d'information. On peut imaginer prévoir le nombre de jours que des produits vont rester en stock pour optimiser les stocks, etc. Ce genre de choses. Donc ça c'est un premier cas d'usage, l'IA enfoui. Et après il y a un deuxième cas d'usage qui a été un petit peu évoqué aussi, c'est l'intelligence conversationnelle, puisque maintenant vous parlez à vos logiciels d'entreprise, vous discutez, vous dialoguez avec vos logiciels d'entreprise un petit peu de la même façon que vous dialoguez avec un site web, etc. Ce qui vous permet de passer d'une application à une autre, par exemple, de façon complètement transparente. Alors un petit peu comme ce qui a été dit, la notion de genre et de biais dans toutes ces applications-là, elles sont quelquefois évidentes et quelquefois moins. Par exemple, on parle de dégenrer des chatbots de temps en temps quand on veut communiquer avec un logiciel ou n'importe quoi d'autre. Et puis après aussi, évidemment, comme SAP a des solutions de ressources humaines, eh bien, c'est très important d'essayer de voir comment on peut dégenrer par exemple des annonces de postes. Et puis après, comment on utilise des techniques de machine learning pour scorer l'adéquation entre les réponses à ces postes, à ces appels d'offres, à ces offres et les CV pour faire du préfiltrage. Forcément, on touche à des choses qui sont un petit peu sensibles, comme un petit peu ce qui a été énoncé auparavant. Ouais.
Merci Eric, merci pour ces précisions. Maintenant, je me tourne sur le plateau vers vous, Wassim. Alors pour Qualcomm, le lien avec l'IA est un petit peu différent parce que Qualcomm intègre l'IA sur ses composants. Et également, vous êtes un acteur majeur dans le domaine de la 5G. Et on sait que la 5G, c'est aussi un levier d'accélération de l'adoption de l'IA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, donc c'est 10 ans de recherche pour nous également. Ouais. Ça a commencé il y a 10 ans. Aujourd'hui, nos solutions IA sont embarquées dans plus de 1 milliard d'objets. Ça varie du smartphone à la voiture connectée, au capteur. Le plus important pour nous, c'est d'augmenter la capacité humaine en rendant ces objets plus intelligents. Alors, nous apportons en particulier, nos efforts se concentrent pour faire une IA plus sécurisée, avec une protection de la vie privée, protection des données. Ça, c'est un point très important de notre point de vue. Alors justement, vous évoquez la protection de la vie privée, et ça, on commence à rentrer là sur les sujets éthiques autour de l'IA. Donc ça me permet de faire la transition sur ces sujets-là. Wassim, vous m'aviez précédemment parlé de la notion d'intelligence artificielle plus distribuée. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous avez justement parlé de la 5G, en fait. Et avec l'avènement de la 5G, ce qui est en train de se passer, c'est une transformation de l'Internet des humains, comme on connaît aujourd'hui, à l'Internet des objets, avec des milliards d'objets connectés qui vont générer massivement des données. Alors le modèle actuel, c'est d'envoyer toutes les données vers le cloud central où l'IA, les algorithmes d'IA fonctionnent, sont entraînés et les décisions sont prises. Avec cette entrée massive de l'Internet des objets et cette génération massive des données, on va envoyer plutôt l'IA et les algorithmes vers là où les données se retrouvent. Et donc, on va se retrouver avec un modèle d'intelligence distribuée magnifique qui va redonner et démocratiser en fait l'IA, qui va rendre l'IA plus responsable et donner plus de pouvoir à l'utilisateur de l'IA. Et tout ça, par le fait que tous ces objets sont connectés par la 5G avec un temps de latence très bas, avec un très haut débit de connectivité, on va arriver à ce modèle d'intelligence distribuée. D'accord. Merci, c'est très intéressant. Alors, justement, autour des thèmes de l'éthique, on voit qu'ils sont variés. En fait, ils reflètent les préoccupations de la société et aussi de nos entreprises sur ces sujets-là. Alors, j'avais entendu de votre part, en préparant cette table ronde, des thèmes comme effectivement démocratique, le thème de la confiance, de la transparence, le fait de devoir donner des garanties. Alors, je me tourne vers vous, Delphine, car pour vous, le thème que vous m'aviez cité, c'était la lutte contre les biais. Alors, quel a été le déclencheur pour vous ? En fait, c'est clair que les algorithmes sont à notre image. On a tous des biais, des stéréotypes. L'important, c'est d'en prendre conscience et de lutter contre. Donc, c'était très important. Nous, ça fait plus de 15 ans qu'on mène une politique volontariste pour l'égalité professionnelle, la diversité, l'inclusion. Donc, il était important qu'Orange s'engage pour ne pas reproduire dans l'IA les biais et les stéréotypes qu'on a tous. Et je dirais même plus, on peut même espérer que demain, l'IA pourra lutter contre toute forme de discrimination. Donc ça, c'était un enjeu très important. Et Orange s'est beaucoup investi dans des travaux autour de l'éthique, des biais, à la fois au niveau de la Commission européenne, puisqu'on a participé à des travaux mandatés par la Commission européenne qui ont fait l'objet d'une publication en juin 2019. Et on est aussi au CA d'Impact IA, qui est un collectif qui travaille aussi sur tous ces sujets-là pour développer des IA de confiance et développer, faire du tech for good, donc vraiment mettre l'IA au service de l'humain. Et d'ailleurs, j'en profite, effectivement, Impact IA, nous sommes également membres de l'association, donc on se rejoint sur autour de pas mal d'acteurs. Alors maintenant, effectivement, l'idée, c'est de comprendre finalement quelles actions nos entreprises peuvent mener concrètement. Et j'aimerais peut-être passer la parole à vous, Jean-Philippe, en duplex. Côté CEA, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors cette question, elle prend place pour nous plus généralement dans le cadre des réflexions que nous menons sur l'éthique dans le numérique et nous y attachons vraiment beaucoup d'importance. Le CEA était par exemple cofondateur du comité d'éthique du numérique de l'alliance Alisten, qui est l'alliance des sciences du numérique présidée par INRIA, et est également représenté dans le comité pilote du numérique au sein du comité consultatif national d'éthique. Du point de vue de la recherche, notre rôle, c'est bien sûr d'augmenter le champ des connaissances et des technologies, mais aussi d'éclairer ce que la science et la technologie rendent possible.
Et nous nous attaquons, par exemple, au difficile problème de la certification des IA. Et là, on se heurte au fait que les réseaux de neurones sont souvent, disons, conçus ou utilisés et fonctionnent comme des boîtes noires. Et aujourd'hui, l'approche pour les utiliser, c'est essentiellement celle de tests, et par exemple contre les biais. Mais alors, il faut utiliser des millions, voire des milliards de tests pour vérifier l'absence de biais. Donc, comment est-ce qu'on peut certifier qu'une IA fonctionne comme attendu, avec le même niveau d'exigence que celui que nous avons vis-à-vis des logiciels classiques? Pour cela, nos chercheurs ont développé des approches mathématiques qui, en quelque sorte, ouvrent la boîte noire et qui permettent de garantir que le réseau de neurones fonctionne de manière fiable et robuste, sans biais, pour une plage de fonctionnement donnée. Et au passage, ça permet de qualifier aussi qu'il peut exister des biais en dehors de cette plage de fonctionnement. Et puis sur un autre plan, en lien avec les développements que nous menons vers des IA qui sont frugales en données, nous travaillons à comprendre et à détecter les biais dans les jeux de données qui servent à l'apprentissage des réseaux de neurones. Et c'est aussi un problème difficile que celui de la représentativité des données, ou dit autrement, comment on fait pour ne pas passer à côté de l'information qui est contenue dans des données qui sont importantes, mais qui sont peu représentées dans un jeu de données. Donc vous le voyez, j'ai essayé d'illustrer là que nous attaquons le problème des biais, et je l'ai pris là le cas de biais de manière générale, mais ça s'applique bien évidemment au cas des biais de genre. Donc nous essayons d'attaquer ce problème de manière générale, tant au niveau de la compréhension des données que du fonctionnement des réseaux de neurones, évidemment pour apporter des solutions de bonne qualité, mais aussi pour donner au pouvoir public des bases qui leur permettent de réglementer si c'est nécessaire. D'accord. Merci beaucoup Jean-Philippe. Delphine, côté Orange, plusieurs actions aussi. Oui, tout à fait. On a lancé avec le fonds de dotation Arborus en avril 2020 une charte pour une intelligence inclusive. Donc voilà, c'était un peu, on se retrouve. On souhaitait édicter quelques principes de base qu'on a évoqués aujourd'hui pour vraiment sensibiliser l'ensemble des acteurs au sujet. Aujourd'hui, on a une soixantaine d'entreprises qui ont signé. C'était important, avec un focus particulier, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, c'est la nécessité de féminiser aussi ces métiers-là, parce que je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Ce sont des métiers d'avenir, donc il faut vraiment que les femmes s'investissent dans ces métiers-là. Donc là, on a lancé un grand programme aussi chez Orange qui s'appelle Hello Woman, et qui incite dès le plus jeune âge les jeunes filles à rejoindre ces filières. Et puis on a souhaité aller plus loin. Arborus et Bureau Veritas ont lancé le label GIZ AI en septembre, et on a été labellisé sur le sujet en décembre 2020. C'était pour nous important d'aller au-delà des engagements, mais d'avoir un prestataire externe qui audite un peu tous les travaux qu'on fait. Donc bon, c'est qu'on progresse encore, c'est de l'amélioration continue, mais ça nous a vraiment permis de travailler main dans la main avec les équipes techniques, les équipes RH, les équipes du B2B, etc. Et donc, ça a été un travail d'équipe très formateur et qui nous a permis aussi de structurer notre posture et de mettre en commun tout ce qui se faisait de manière un peu éparse. Oui. Merci Delphine, effectivement. Alors je rebondis sur ce que vous disiez d'attirer les jeunes filles sur ces métiers-là. Donc pour peut-être interroger Laurent Duplex pour Schlumberger, parce que ça aussi je crois que c'est un sujet qui vous est cher chez Schlumberger. Tout à fait. Donc Olivier Perret, notre chairman France, est très intéressé par ces démarches de sensibilisation pour que les femmes atteignent ces métiers du numérique, pour éviter ces biais et être au cœur de l'action. On est signataire du manifeste de l'IA, IA for Humanity. Donc ça, c'est un contexte qui permet de sensibiliser les entreprises et de favoriser la sensibilisation des femmes aux métiers numériques. Au niveau de nos équipes HR en interne, on a aussi ces démarches-là.
On fait partie de Yes We Code pour sensibiliser les lycées et les collégiennes. Quand je regarde la composition de l'équipe d'intelligence artificielle sur notre site de Clamart, on est à 50-50 en diversité. Et nous intervenons dans les lycées et les collèges pour présenter ce que sont les métiers du numérique, pour encourager les jeunes filles à rentrer dans ces filières, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut inspirer les jeunes à suivre. C'est déjà dans les écoles d'ingénieurs, c'est trop tard. Faut remonter à la source le plus vite possible et avoir cette parité dès le début. Ouais, merci beaucoup. Merci Laurent. Et justement, chez Qualcomm, Wassim, une grosse progression aussi de la part des femmes dans les effectifs. Oui, c'est très important, Marine, puisqu'en fait, notre ADN, c'est l'innovation et les inventions technologiques, et la diversité est au cœur de l'invention. On peut pas agir et être leader mondial des innovations sans avoir cette diversité de points de vue. Et les femmes jouent un rôle super important. Donc, on a pris des engagements très, très clairs là-dessus. Depuis 2019, on a augmenté de 17% la représentation féminine au sein de Qualcomm et 15% spécifiquement sur les métiers d'ingénieur. Donc ça, c'est très important. Et on travaille aussi en amont. Donc, depuis 5 ans, on a à peu près donné 30 millions de dollars pour les associations qui œuvrent dans les métiers du STEM. Sciences, technologies, ingénieurs et maths. On a dans 41 pays environ 700 000 étudiants impactés, avec vraiment une concentration vers s'assurer que les filles s'orientent vers ces métiers-là. Et très récemment aussi, on a lancé ce qu'on appelle Patent Diversity, ou la diversité des brevets, puisque ça, c'est une bonne métrique pour savoir s'il y a de l'innovation qui vient de sources diverses, y compris et en particulier par les femmes. Donc on est très fiers de ces progrès-là. Il faut aller de l'avant, il faut vraiment continuer. Et vous parliez également des formations autour des biais. Mené par le réseau Q-Women. Donc ça, c'est Q-Women. Ouais. On a un chapitre qui s'appelle Q-Women, qui est mondial, Qualcomm Women. Et donc c'est vraiment des engagements personnels de l'ensemble des employés de Qualcomm pour mener des formations, des trainings, des sessions sur les biais cognitifs. Et très récemment, on a complété la partie francophone, en particulier en France et en Belgique. On a eu un retour exceptionnel. On a une formation, on a quasiment 90% de participation avec un retour très très positif. Donc ça, c'est aussi un effort sur les biais significatifs. Ouais. Merci beaucoup, Wassim. Maintenant, je vais me tourner vers Eric en duplex. Pas mal d'actions aussi chez SAP. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes ? Tout à fait. Déjà, la première, c'est je voudrais encore une fois remercier l'engagement de Assia, Laure et Stéphanie pour ne serait-ce que la rédaction du pacte dont on parle aujourd'hui. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que depuis 3 ans maintenant, SAP a un comité éthique et IA avec 2 collèges, un collège interne qui est vraiment divers en termes de genre, mais aussi en termes de, on va dire, origine fonctionnelle, puisqu'on a à la fois du RH, du legal et du développement qui est représenté effectivement dans ce collège. Il y a aussi un collège externe, en fait, qui nous indique un petit peu les dernières tendances et les choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce comité d'éthique, en fait, c'est pas un gendarme, c'est vraiment quelque chose qui est en soutien des équipes de développement, et les équipes de développement n'hésitent pas à faire appel, on va dire, aux lumières de ce comité. Donc ça, c'est un premier axe. Et puis après, comme un petit peu tout le monde l'a dit, vous savez qu'en fait, il n'y a pas assez de femmes dans la tech. Et ça s'améliore un petit peu d'un point de vue mondial, mais en fait, il y a une particularité par rapport à la France où la tendance est inverse à ce qu'il faudrait qu'elle soit.
Donc tout ce qu'on peut faire aussi pour améliorer les choses localement en France, c'est quelque chose d'important. Alors ça va depuis soutenir les femmes entrepreneuses avec SCP d'Otaio Foundry qui a des cohortes spéciales femmes entrepreneurs. On va lancer une prochaine sélection aussi avec le Vilaipa SCA sur une cohorte de femmes entrepreneurs encore une fois. Et puis à notre petite dimension au niveau du Lab de Paris, une petite mention spéciale pour le fait qu'on sponsorise la prochaine promotion des Décodeuses, qui est une organisation qui prend des jeunes femmes dans les quartiers, on va dire, prioritaires, pour ne pas utiliser d'autres mots, et puis qui les forme à l'utilisation de JavaScript, etc., ce qui permet véritablement de changer leur vie. Et donc, c'est ce genre de choses que l'on fait. Ouais, merci. Merci beaucoup, Eric. Alexandra, chez IBM aussi, pas mal d'actions. Vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Oui, tout à fait. Alors, chez IBM, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on travaille à avoir des équipes qui soient le reflet de la société. Pour nous, c'est essentiel parce que qui dit intelligence artificielle dit entraînement par des spécialistes. Donc, ça commence très tôt, en effet, dans les écoles, comme les autres partenaires ici, à aller convaincre les jeunes femmes d'embrasser des parcours techniques, de les accompagner en tant que telles, de les recruter au-delà de cette formation et les accompagner dans leur développement professionnel. Donc, pour ça, on a des actions qui sont très concrètes, qui sont spécifiques. On les met en situation aussi rapidement. On s'assure qu'elles prennent des responsabilités. Donc, j'ai dans mes équipes, notamment une jeune femme qui est en charge d'une Cognitive Factory. Plus de 150 personnes sous son leadership. Elle est jeune, elle a moins de 40 ans. Pour nous, c'est une fierté. Et il y en a d'autres comme celle-ci. Et également, ces jeunes femmes, on souhaite qu'elles mentorent d'autres jeunes femmes pour justement avoir une sorte de cercle vertueux en conséquence. Oui, vous disiez, et d'ailleurs au-delà des diversités hommes-femmes, d'ailleurs vous aviez à cœur d'autres types de diversité comme le handicap. Tout à fait. Alors, pour nous, la diversité, c'est très large. C'est pas seulement l'homme-femme, mais c'est également la diversité au sens culturel, au sens du handicap. On travaille là-dessus depuis des années. On a des comités spécifiques qui sont représentatifs. Mais voilà, l'inclusion totale dans les équipes sur l'intelligence artificielle. Mon directeur technique est sourd de naissance, mais ça n'empêche pas d'être ultra performant. Et sa seule différence, j'ai envie de dire, c'est celle qui marque au quotidien sur les projets auprès de nos clients. Et je crois dire, vous me disiez aussi qu'aujourd'hui, dans les générations, un peu pour rebondir sur les résultats dans les entreprises de cette parité, dans les jeunes générations, vous arrivez à la parité aujourd'hui. Alors, on est très fiers de dire que sur cette jeune génération, on est à 50-50, hommes-femmes, dans les équipes. Donc ça, c'est l'avenir maintenant. Merci Alexandra. Alors effectivement, on voit que dans nos entreprises, vous êtes déjà très proactifs en fait en la matière, avec des actions concrètes sur la discrimination, sur la lutte contre la discrimination de genre. Alors j'ai envie de vous poser une dernière question. Elle est vis-à-vis du pacte qu'Interrel lance, et je voudrais vous poser la question: quelle valeur ajoutée vous apporte ce pacte? Et je tiens d'ailleurs à signaler que, comme on l'a dit dans la vidéo précédemment, les entreprises ont réservé un accueil tout à fait favorable au pacte, mais certaines d'entre elles, en plus de ça, ont signé, 4 d'entre elles. Donc voilà, j'aimerais que vous exprimiez sur le sujet. Alors je commencerai peut-être par vous, Alexandra. Oui, tout à fait. Alors Béatrice Kosowski, notre présidente, a signé le mois dernier la charte. On en est ravis, c'est un signe fort, pas que pour IBM, je pense également vis-à-vis du marché, pour montrer notre engagement, cette volonté collective que les choses changent, d'aller plus vers de la formation, de la communication, de l'accompagnement des entreprises pour qu'à la fin, on ait un véritable impact sociétal tous ensemble sur cette inclusion et cette diversité. Ouais. Et c'était aussi l'idée de l'auto-évaluation qui était importante pour IBM, un peu comme on disait aussi. Oui, très clairement, puisque si on peut s'auto-évaluer avec des critères qui sont très simples, qui sont accessibles à tous, on va pouvoir se mesurer, on va pouvoir se comparer vis-à-vis du marché, puis surtout on va pouvoir s'améliorer. C'est ça qui est un indice fort. Ouais. Et je crois que cette envie d'amélioration continue que vous citiez aussi, Delphine, c'était aussi un point important pour vous chez Schlumberger, Laurent. Oui, tout à fait. Franchement, l'arrivée de la charte Familia est arrivée vraiment au bon moment, parce que ça fait des années qu'on travaille sur ce sujet dans Schlumberger, et pas qu'au niveau France. Quand j'ai présenté cette charte autour du monde dans nos différents centres d'intelligence artificielle, la réaction immédiate, c'était on signe tout de suite, parce que cette grille d'évaluation va en fait permettre d'accélérer et de vraiment
concrétiser ce qui était déjà en place. Ça va nous permettre de nous améliorer, exactement comme dans l'exemple précédent. Donc ça collait exactement avec les efforts que l'on avait en interne. Et comme je dis, pas forcément juste en France, mais au niveau mondial. Les équipes de data scientists du département ressources humaines aux États-Unis ont vraiment sauté sur cette grille en disant mais c'est la voie pour en fait les prochaines législations qui arrivent aux États-Unis sur les biais de genre et autres biais. Donc c'est vraiment parfait pour cadrer tous ces efforts et les concrétiser sur le papier et mettre toute une structure autour de ça. Merci beaucoup Laurent. Effectivement, ça me permet d'ajouter, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent, ce pacte et l'ensemble des outils, donc des piliers qui constituent ce pacte, sont disponibles en anglais, puisqu'évidemment nos entreprises sont des entreprises internationales, donc il est important effectivement que tous nos supports soient disponibles pour aller les proposer également à l'international. Delphine, alors pour vous. Alors pour nous, effectivement, nous on avait lancé notre charte pour une IA inclusive qui était effectivement un certain nombre d'engagements qu'on prenait. Je dirais que le pacte Interrel auquel effectivement les équipes Orange ont aussi participé est très complémentaire, puisque effectivement avec l'autodiagnostic, avec la boîte à outils, ça nous permet d'aller plus loin. Et je dirais que la troisième brique, c'est après les systèmes de labellisation. Donc nous, c'était le GZI, mais ça permet vraiment d'avoir un parcours avec une première charte qui pourrait être la nôtre. Et j'incite aussi les entreprises à la signer sur, voilà, je m'engage à... Après, tout le système du pacte Internet qui permet d'aller plus loin. Et puis après, effectivement, des systèmes de labellisation. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont bien compris que l'acceptabilité sociale de ces nouvelles technologies nécessitera de la transparence, de l'éthique. Et donc, voilà, je pense que les entreprises aujourd'hui sont conscientes de ça et mettront tout en œuvre pour avancer sur ces sujets. Merci Delphine. Maintenant, Jean-Philippe, pour les CEA, si vous pouvez nous en dire un mot également. Alors, le pacte, de notre point de vue, prend place dans une double réflexion. D'une part, par rapport à la réflexion que nous avons menée et que nous menons encore autour de notre mission dans le domaine du numérique et qui comporte une partie dédiée à l'éthique. Dans ce cadre-là, le pacte enrichit le jeu de questions que nous abordons. Et puis d'autre part, parce que ça a été évoqué par Laurent, les développements de solutions IA se font vis-à-vis d'encadrement réglementaire ou d'usage pour un domaine donné. Et dans ce cadre-là, le pacte guide de manière pragmatique les questions à se poser dès qu'il y a des risques de biais associés au genre. D'accord. Merci beaucoup Jean-Philippe. Wassim, pour Qualcomm, alors vous avez signé la charte personnellement? Très rapidement. Voilà, très rapidement. Dès que je l'ai vu, j'ai dit c'est le pacte à signer. C'est le pacte. C'est le pacte. Donc j'ai signé le pacte, mais aussi avec le responsable de développement IA et le responsable de la diversité au sein de Qualcomm. Donc c'est une action commune au sein de la boîte. Pourquoi on a signé? Parce que, comme ça a été dit, la transparence est hyper importante. C'est une concrétisation de tous ces efforts qu'on fait pour une IA responsable, pour une IA non sexiste. Donc il faut s'engager, il faut le faire d'une manière formelle, d'où la signature. Et moi, personnellement, en plus, je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller vers un système de labellisation. Il faut potentiellement prendre ce pacte et aller chercher cette labellisation au niveau européen, au niveau international. Il faut aller de l'avant. Et voilà, on peut fêter la journée de la femme la semaine prochaine, le 8 mars, en poussant ce type d'initiative. Tout à fait d'accord. Absolument, merci Wassim. Et puis donc je terminerai avec vous Eric, côté SAP, qui avait également signé la charte. Exactement, on l'a signé et je dois dire qu'en fait
non seulement moi, en tant que directeur du lab, mais le PDG de SAP France, Gérald Kersanti, qui faisait partie d'un panel juste avant, la directrice des ressources humaines, Caroline Garnier. Donc tout le COMEX est engagé par rapport à cet engagement, on va dire. Ce qui est important aussi pour nous, c'était la traduction en anglais, parce que le SAP Labs de Paris, c'est un des 20 labs de développement de logiciels de SAP sur la planète, en partant de Shanghai, en allant à Palo Alto, l'Allemagne et Bangalore, etc. Donc, en fait, on va avoir une action de prosélytisme maintenant par rapport à ce pacte, essayer de le diffuser à l'intérieur de SAP, et puis pourquoi pas, effectivement, essayer de commencer à engager avec les 400 000 entreprises clientes de SAP et tout l'écosystème, tout le partenaire écosystème de SAP. Je pense qu'on a de quoi effectivement avoir un impact significatif par rapport à tout ça. Merci beaucoup Eric. Alors je vous remercie à tous pour vos réponses et si vous voulez bien rester encore quelques minutes avec nous parce que on aimerait également répondre aux questions qui ont été posées via l'outil Orange. Donc on a Laure avec nous en plateau, Laure Lebars SAP. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, on a eu beaucoup de questions dès le début, auxquelles on a répondu. Donc déjà, les questions qui a signé, qui sont les 4 signataires. Donc je répète, IBM, SAP, Schlumberger et Qualcomm, dans le désordre. Et j'ajoute juste que Orange le signera aussi. J'ai 3 questions sur Orange. Quand est-ce qu'on signe? Voilà. J'avais aussi la question sur... on avait bien amené on va leur faire signer tout de suite en sortant. Beaucoup de questions autour de ça. Quelqu'un qui soulignait qu'effectivement chez IBM, les équipes d'IA arrivent à parité. Donc c'était un commentaire et non pas une question. Des commentaires sur les dessins d'Élise qui arrivaient toujours fort à propos. Encore Orange. Et donc, une dernière question sur... bien sûr, c'était la première question qui est venue, il y a beaucoup de sexisme dans l'IA, dans le numérique, etc., dans les données. Donc, c'est effectivement là qu'on veut un peu d'abord faire cette réflexion et contrer un peu ce qui se passe ou la tendance. Et une toute dernière question qui n'est peut-être pas spécifique sur la mixité, mais des risques de piratage de l'IA, des accès et modifications qui ne seraient pas voulus des algorithmes. Je ne sais pas qui serait prêt à y répondre, mais bon, c'est clair que là... Est-ce qu'on peut répéter la question? Qu'en est-il des risques de piratage de l'IA? Dans le cadre peut-être de plus de discrimination et de biaiser en fait les IA. Je crois qu'il y a des exemples. Là, c'est vrai, on a entendu parler de l'assistant vocal en fait qui en fait avait été détourné finalement et était devenu raciste, homophobe et sexiste. Enfin, je ne sais pas si sur le plateau ou en duplex des personnes veulent. Oui. Alors en fait, c'est un exemple, Laurent Butré, c'est un exemple classique d'apprentissage au fur et à mesure des données qui sont rentrées dans le système. Donc plus les gens chattaient, donc c'était un chat bot par texte, plus les gens chattaient et s'amusaient avec, le bot réapprenait avec ces discussions et est parti sur un des extrêmes avec les données, tout à fait. Et l'autre partie de ce chatbot, il avait été entraîné avec des transcripts de lignes de support téléphoniques qui avaient été transcrits, mais des années 1950. Et donc à cette époque-là, les jeux de données possédaient des biais. Donc ces biais ont été reportés dans le bot. Mais au niveau piratage, oui, comme tout logiciel, il peut y avoir un risque. Il peut y avoir un risque au niveau de la donnée, si la donnée est modifiée, la donnée d'apprentissage, et que le logiciel d'intelligence artificielle continue à apprendre avec ce flot de données, ou carrément avec le modèle. Merci. Mais bon, c'est pas spécifique à l'IA. Alessandra, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être juste rapidement, en complément de ce qui vient d'être dit, il y a une nécessité autour de l'apprentissage de l'intelligence artificielle, que ça doit quand même être fait encadré par des spécialistes, d'accord, pas forcément au niveau grand public, pour qu'on s'assure justement, bien sûr en évitant tout biais, mais de l'apprentissage de l'IA pour éviter d'avoir des choses qui dérivent, comme l'a connu cet éditeur il y a quelques années sur le marché. Tout à fait. Oui, c'est très important, ça a été souligné, mais donc il y a la partie dès la conception,
les données qui sont en entrée, parce que si on a des choses qui sont biaisées, il va pas ressortir, ça ne va pas ressortir pour le mieux, et les algorithmes, c'est-à-dire tout ne tombe pas du ciel, il faut dès le départ... Je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose. Je pense aussi qu'il est important de sensibiliser l'ensemble des acteurs, y compris les prescripteurs, et aussi le grand public. Et j'en profite pour citer une initiative lancée par qui s'appelle Objectif IA, de l'Institut Montaigne et Open Classroom, et qui a vocation à former 1% des Français aux enjeux de l'intelligence artificielle. Et je pense que ça aussi, c'est important pour justement démystifier tout ce qui se joue autour de l'IA, voilà, des algorithmes. Et donc, voilà, ça, c'est aussi une initiative qui est importante à pousser. Alors j'ai des questions qui arrivent aussi, donc pourquoi pas s'associer au réseau ORS, etc. Alors je voudrais souligner que ça a été mentionné très rapidement, qu'on a travaillé avec beaucoup d'autres associations, donc Arborus, Impact IA, ça a été cité, le laboratoire de l'égalité femmes-hommes, mais aussi au niveau européen, international. On se nourrit, nous, en tant qu'employés de chacune de ces entreprises, on fait affaire avec ces organismes. Et on va continuer. Donc c'est un travail collectif de ces 16 entreprises, mais effectivement, on se nourrit, on interagit. On s'est concentré sur femmes et IA dans les entreprises, mais bien sûr, dès qu'on touche à ça, on touche l'ensemble des problèmes d'éthique, etc. Il y a aussi la question des biais liés à l'âge. Ce que je viens de dire, c'est un peu le même mécanisme. Et donc, si on porte l'attention à ce genre de biais, les biais de genre, de facto, on va aussi faire un peu attention à tous ces autres biais. Donc, c'est vraiment un travail de fond. J'aimerais conclure sur un commentaire qui est « Bravo aux signataires de la charte ». Et à ceux qui suivent. Et à ceux qui vont très bientôt signer. Oui, voilà, c'est prévu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires en duplex? Des personnes qui veulent réagir? Alors, si c'est bon, dans ce cas-là, je vous remercie. Je vais clôturer effectivement cette session. Je vous incite, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse s'affiche sur vos écrans. Vous pouvez également nous suivre sur la page dédiée Fameia sur le site internet d'Interel. Et j'aimerais vous donner rendez-vous très prochainement pour un événement dédié sur le sujet Fameia du Cercle Interel, certainement au mois de mai, donc un événement qui sera ouvert à un plus large public et qui aura lieu à la fois en français et en anglais, puisque c'est important dans nos sociétés. Donc, je n'ai qu'un mot. À très bientôt et merci. Merci. Merci.